On va tester le son. Moi, on ne m'entend pas? Ah oui. Bonjour à tout le monde, bienvenue. Bienvenue à cette nouvelle conférence d'Émilie Badjayant. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir John Martinez, professeur à Grenoble IMP et à l'INSECUB, et notamment au laboratoire GIPSALAB. Donc, John Martinez est diplômé docteur en automatique en 2005 au sein toujours de Grenoble IMP. Et en 2005, il est devenu enseignant-chercheur en automatique en 2007. Voilà. Ses recherches portent sur la modélisation et le contrôle commande des systèmes mécatroniques, principalement dans le domaine des applications liées à la dynamique de l'automobile, au contrôle optimal des éoliennes et des vélos électriques intelligents. Donc, nous sommes ravis de le recevoir aujourd'hui pour cette conférence et nous sommes impatients d'entendre donc cette conférence qui a pour titre un nouveau modèle de frottement et un nouveau paradigme. Je vous laisse découvrir. Merci. Merci. Merci pour cette présentation. Merci à vous d'être là ce midi. J'espère que la présentation va vous plaire et j'ai envie de partager un résultat et une vision personnelle issue de ces résultats. Donc, je vais passer aux transparences, si on arrive à les afficher là. Très bien, parfait, nickel. Bon, vous avez compris, on peut m'appeler John Martinez, je suis professeur à Grenoble IMP, chercheur à GIPSALAB. Je mentionne quelques personnes qui collaborent autour de ces sujets, notamment mon doctorant Maxime Boulanger et deux collègues de Michelin qui participent notamment en recherche sur la thématique frottement et notamment appliquée sur les problèmes d'estimation des variables physiques sur le pneu. Donc, merci déjà pour l'invitation et je suis vraiment heureux d'être là. Je vais passer, avant de passer au sujet, j'aimerais bien partager ces slides. Sachez que moi, je m'intéresse énormément à des systèmes décrits par des équations newtoniennes. Et je suis plutôt automaticien et mécatronicien, donc ça m'intéresse des systèmes plutôt électromécaniques. Et effectivement, dans les thématiques de recherche de GIPSALAB, et notamment mes enseignements à INSECUB, j'ai mis l'accent sur des systèmes en lien avec le véhicule automobile, la dynamique de pneus, le sujet de ce midi. Et puis, je travaille aussi sur la diagnostic et pronostic des batteries, et notamment appliqué au vélo électrique. Un aspect qui m'intéresse beaucoup sur le vélo électrique, c'est la prise en compte de la bioénergétique du cycliste comme étant partie de fournisseur d'énergie pour un vélo électrique. Donc, je traite le problème du vélo électrique comme un véhicule hybride. Et donc, pourquoi tout ça? Parce qu'en fait, je m'intéresse presque à tous les composantes du vélo électrique. Et le pneu, ici dans la photo, vous avez une photo plutôt issue de Michelin. Le pneu fait partie des grands consommateurs d'énergie. Et donc, c'est pour ça que je tiens à travailler sur ces sujets. Et donc, ma vision est toujours très énergétique du problème. Quand on traite le frottement, on se rend compte, en fait, le frottement, ça intéresse l'humanité depuis l'Antiquité, hein, parce que dès qu'on a souhaité déplacer des objets, le frottement était notre position la plus forte, n'est-ce pas? Et donc, le frottement, il a été étudié depuis des années. Hein. On trouve des études qui datent depuis Léonard de Vinci. Mais plus récemment, les Français, notamment, ont contribué à modéliser le frottement. On voit déjà Guillaume d'Amonton et Charles Coulomb qui ont fait des grandes contributions sur la modélisation du frottement et notamment des frottements intrasolides. Donc, en fait, le fait qu'on frotte un objet solide par rapport à un autre, on aime savoir qu'est-ce qu'on peut prédire de ces forces de frottement. Donc, effectivement, on va dire que les moyens de mesure qu'on avait à l'époque, peut-être que ça ne permettait pas d'aller plus loin. Et aujourd'hui, on bénéficie des moyens de mesure qui sont très puissants. Par exemple, ici, je vous présente un Flat Track Tire Testing Machine. C'est une machine capable de mesurer le moindre mouvement d'un pneu sur un tapis. On peut mesurer des forces et des vitesses relatives. On peut mesurer la pression, la température. On peut mesurer énormément de variables. Et donc, en très peu de temps, on a
énormément de données, des tonnes et tonnes de données, dans différents types de pneus. Donc ça, c'est des machines reconnues dans l'industrie automobile et notamment dans l'industrie de pneus. Et moi, je bénéficie donc des données issues de ce type de machines. Je pense que tout le monde s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on va trouver de nouveau ici aujourd'hui, vu que le frottement, c'est un phénomène connu. Tout le monde a l'impression, en tout cas, de comprendre qu'est-ce que c'est le frottement. Si on demande à un enfant, qu'est-ce que c'est le frottement, il dit, bah, c'est logique. Si je pousse un objet et il s'arrête tout seul, bah, c'est logique, il s'arrête tout seul, parce qu'il y a du frottement. Mais le mécanisme qui explique le frottement, il est beaucoup moins facile à comprendre, moins facile à apprendre. Donc en fait, si on arrive à comprendre le mécanisme, la cause en tout cas, qui produit le frottement, on pourra peut-être améliorer les systèmes. On pourra peut-être imaginer des nouveaux systèmes qui pourront mieux utiliser l'énergie, mieux utiliser la matière, entre autres. Alors, la modélisation du frottement, c'était vraiment un casse-tête pour beaucoup de chercheurs. On trouve des modèles soit dans un problème macroscopique, soit dans un point de vue microscopique. À chaque fois, on a des modèles très divers, avec des hypothèses différentes. Et donc, la quantité de modèles dépend presque de la quantité de chercheurs. Il faut accepter que des modèles de frottement, il y a des milliers. Je mentionne presque les plus reconnus, on va dire comme ça, dans la littérature, soit parce qu'ils sont utilisés dans le domaine du véhicule automobile, comme le modèle de Paseika, que je montre ici, là-haut. Et puis, un modèle que je tiens à présenter ici ce midi, c'est le modèle de Lugre, que j'ai mis en bleu, parce qu'il signifie Lund Grenoble. Donc ça veut dire que ce n'est pas la première fois que Grenoble contribue à un modèle de frottement. Et donc ces modèles qui datent tous les deux, Paseika et Lugre, datent des années 90. C'est des modèles qui sont devenus très populaires par la précision et la capacité à prédire le frottement de façon assez juste. Sauf que la plupart des modèles que je présente ici, en fait, dans ces listes, c'est des modèles empiriques. On va faire donc un modèle très complexe, avec beaucoup de paramètres, et on va compenser, on va dire, la méconnaissance de phénomènes physiques par la quantité de paramètres qu'on doit calibrer à partir des données, n'est-ce pas? Donc en fait, c'est des modèles empiriques et on a du mal à exploiter ces modèles pour extraire des informations sur la cause du frottement. Et plus difficile encore, on a du mal à dire que ces modèles vont nous donner des pistes d'amélioration ou des moyens pour améliorer le frottement d'un système. En particulier, ces modèles sont difficiles à utiliser en plusieurs dimensions et ils ont du mal aussi à prendre en compte la anisotropie de la matière. La matière ne se comporte pas de la même façon en fonction de la direction où on va. Donc, pour répondre à ces questions, j'ai présenté pour la première fois le modèle en 2022, même si c'était des idées que j'avais depuis ma thèse doctorale. Il faut dire qu'il faut trouver le bon partenaire finalement pour amener nos recherches et aboutir à des résultats. Et ici, en fait, Michelin s'intéressait au modèle. On a mis ensemble des données issues de Michelin et le modèle issu de Grenoble. Et ça nous a encouragé à se lancer aussi. Un des sujets, en tout cas, des recherches aujourd'hui, c'est autour de l'exploitation de ces modèles pour des applications issues de pneus. Et donc, là, on a créé un laboratoire commun qui s'appelle ITAI Lab. Donc, l'Université de Poitiers, l'Université Grenoble-Alpes, Grenoble IMP, CNRS et notamment Michelin contribuent de façon financière et en manpower à avancer nos différentes thématiques de recherche dans ces cadres-là. Donc, je vais cette fois-ci commencer vraiment le sujet. Et il faut dire que je préfère commencer par qui est le coupable. Ici, le modèle de frottement que j'ai présenté ce midi, pardon. C'est un modèle, en fait, qui est censé nous aider à mieux simuler, qui est censé nous aider à estimer des grandeurs physiques et qui est censé nous aider à contrôler le mouvement d'un objet, grosso modo. Donc, c'est un modèle vraiment utile pour l'automaticien comme moi. Et ce modèle, en fait, qui est là, a des propriétés intéressantes qui nous ont interpellés. Et c'est pour ça que je suis peut-être là aujourd'hui pour vous présenter les caractéristiques intéressantes de ces modèles. Alors, ces modèles ont une particularité, ils collent très bien aux données expérimentales. Donc ça, on dit, bah, il y a plein de modèles qui collent à des données expérimentales. Mais ils collent à des données issues des frottements de différentes natures. Et donc, ça interpelle un peu. Deuxième chose, ces modèles possèdent très peu de paramètres.
très très peu. Vraiment, vous allez voir, c'est un modèle très petit et à la fois dérangeant par sa simplicité. Donc, du coup, à la fois, ces modèles intéressants pour résoudre des problèmes en temps réel. Par exemple, estimer la capacité de freinage d'un véhicule en temps réel, grâce à un modèle simple. On a aussi un modèle capable de prédire l'effort de frottement dans différentes directions et en plus inclure ce que j'ai mentionné tout à l'heure, l'anisotropie de la matière, dans le fait que les paramètres ne sont pas les mêmes en fonction de la direction, de façon très simple. Et je vous présente la dernière caractéristique qui me semble très très importante à vous présenter aujourd'hui, c'est que ces modèles se basent sur des équations physiques issues de l'électromagnétisme. C'est des équations que tout le monde connaît, sont connues, ne sont pas nouvelles, mais ces équations, on l'utilise pour décrire les forces d'induction dans une machine électromagnétique, une machine d'induction. Donc vous direz, mais c'est quoi le lien entre les machines d'induction et le frottement? On va le trouver ici. Donc, alors, je commence par vous expliquer une chose que peut-être vous connaissez déjà. Vous connaissez les forces électrostatiques. Tout le monde est un peu familier avec n'est-ce pas, quand on reçoit un choc électrostatique, tout le monde dit « Ah, c'est l'électrostatique ». Il s'agit de tenir compte les forces des charges en fonction de la distance. On appelle souvent ça les forces de Van der Waals. C'est un physicien qui a découvert des équations très simples qui expliquent le comportement des charges en fonction de la distance. Donc, on part de l'hypothèse, en fait, que les atomes ou les molécules sont entourés d'un nuage électronique et quand vous rapprochez les molécules entre elles, il apparaît une interaction électrostatique, donc des forces. Sauf que cette force-là dépend de la distance. Par contre, si on tient compte une vitesse relative entre les molécules, il apparaît de l'électromagnétisme. L'électromagnétisme, donc, prend en compte la différence de vitesse. En anglais, c'est intéressant parce qu'en anglais, on dit électrostatique lorsque les charges sont statiques et on dit électrodynamique quand c'est en mouvement. Donc en français, on appelle ça électromagnétisme. Mais électrodynamics, c'est assez juste en fait. C'est des électrons en mouvement, quelque part. Alors, j'ai mis deux photos, donc celui de Van der Waals et celui de Steinmetz, parce que Steinmetz, c'est lui qui m'inspirait quelque part dans la façon comme il a posé le problème pour résoudre des problèmes de modélisation dans la machine induction. Alors, je pars de cette figure, j'espère que ça vous conviendra. Et cette figure elle montre un objet conducteur qui se déplace à une vitesse v et qui subit un champ magnétique. Donc, grâce aux forces de Lorentz, on sait que les électrons dans cette plaque en mouvement vont commencer à tourner en cercle. Et c'est intéressant que ce circuit en rouge que vous voyez ici dans les transparents, et ces courants, on appelle les courants de Foucault. On les utilise souvent pour faire des freins électromagnétiques, en fait. Donc, un frottement dit artificiel ou électromagnétique. Et serait-il artificiellement un frottement ou le frottement serait électromagnétique? Bon, on verra qu'est-ce que vous allez conclure après ma présentation. Mais en tout cas, je m'inspire de ces modèles et je considère que s'il y a des électrons ou des molécules qui interagissent entre elles lors du frottement, peut-être que je peux le modéliser avec la même façon. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? Des courants dont la flèche en bleu montre comment la matière s'oppose à un changement de champ magnétique. Mais en sortant du champ magnétique, il change de signe toujours pour s'opposer à un changement de champ magnétique. Ça veut dire que la matière a tendance à maintenir le champ magnétique constant. C'est un comportement assez particulier de la matière. Si je modélise ce circuit à travers... je vais faire ça avant ça. Donc il faut imaginer donc, que les deux objets sont proches. Il y a des courants de Foucault qui apparaissent et on peut imaginer que l'objet ne touche pas, l'objet en mouvement ne touche pas la surface ou le support. Ces forces-là, des contacts on va dire, mécaniques, sont connues en mécanique des contacts. On considère que les objets ne se touchent pas et c'est grâce au nuage électronique. Disons que mon hypothèse, c'est que l'électrostatique domine dans cette direction, mais lorsqu'il y a un mouvement relatif, ça serait l'électromagnétisme qui vient dominer. Donc je vais passer à ces équations-là. Attendez juste, je saute un peu. Et du point de vue électrique, ça veut dire que ces circuits que je vous montrais tout à l'heure peuvent être modélisables par une source de tension due à un mouvement relatif, donc par un effet de Faraday.
et une inductance qui modélise le fait que la matière s'oppose à un changement des champs magnétiques, et une résistance électrique qui modélise la dissipation d'énergie lorsque je déplace un objet par rapport à un autre. Donc, la dissipation serait due à un effet Joule, grosso modo. Donc, si je viens en arrière, pardonnez-moi, donc ça veut dire que le courant de Foucault est modélisable comme un circuit électrique contenant un élément qui transmet l'énergie cinétique en énergie électrique, une partie est stockée dans l'inertie de l'électron et un deuxième transformé en chaleur, grosso modo. Donc, il faut imaginer demain, ou peut-être après ma présentation, vous lancez un objet, cet objet s'arrête et vous dites où est partie l'énergie cinétique que je viens de fournir à cet objet. Et vous dites, ah, c'est les électrons qui ont récupéré cette énergie cinétique. Et maintenant, c'est eux qui tournent à grande vitesse. Ils vont créer un champ magnétique, donc il n'y a pas de perte, mais en tournant, ils vont produire des pertes et donc de la chaleur. Et l'énergie continue sur le trajet. Il n'est pas perdu, il est simplement transformé. Donc, la façon comment je modélise le frottement, c'est comme étant issu d'un processus de conversion d'énergie, de mécanique à électrique. Et c'est ça l'astuce, grosso modo. Donc, des points de vue mécaniques, vous avez une masse au mouvement, donc c'est des équations newtoniennes, désolé pour les équations, mais disons pour les plus experts ici dans la salle, vous avez des équations newtoniennes en direction X ou Y. La seule chose qu'on va retenir, c'est que la force de frottement n'apparaît pas spontanément, il dépend d'une excitation extérieure. Il faut une force extérieure, il faut de l'énergie cinétique extérieure, et une fois que l'énergie est là, bah, il va juste transformer l'énergie en chaleur, n'est-ce pas? Dans le cas d'un pneu, vous avez donc des forces de frottement qui apparaissent en latéral et longitudinal et des forces de glissement. Il faut que le pneu glisse pour pouvoir pousser la voiture. Il faut qu'il glisse légèrement, en fait, que la différence de vitesse entre le pneu et le sol soit différente pour freiner. Donc, en fait, il nous faut une vitesse relative pour créer le frottement. Et le frottement nous aide à la fois pour freiner, mais aussi pour tracter, n'est-ce pas? Sans frottement, on ne pourrait pas pousser, je ne pourrais pas marcher, n'est-ce pas? Il me faut des frottements pour les deux situations. Donc, grosso modo, le modèle serait de cette forme-là. J'ai une force qui dépendrait d'un champ magnétique et d'un rapport résistif-réactif. Donc, une composante qui modélise la dissipation et une composante qui modélise le stockage d'énergie par l'électron. Si je mentionne un paramètre Fmax comme étant fonction du flux magnétique, donc de l'interaction entre la matière, et Smax comme le rapport entre la résistance et la réactance, je peux écrire le modèle de façon très compacte. Ce serait une force, par exemple, dans la direction X, une force qui dépendra de cette force maximum, qui est vraiment la distance d'interaction entre les objets, et de Smax, qui est à la fois une fonction de lambda max et θ, donc deux paramètres supplémentaires. Grosso modo, peut-être que vous ne le voyez pas, mais ce modèle est décrit par 3 paramètres seulement. 3 paramètres. Et vous dites juste 3 paramètres? Oui. Un paramètre qui détermine comment l'énergie est convertie, donc d'énergie cinétique à électrique. Un paramètre qui modélise l'inertie de l'électron, donc la partie stockage d'énergie. Et un composante, un terme qui modélise la dissipation d'énergie, donc la résistance. Ces modèles-là, si on veut simplement comprendre ça, forcément se pencher sur l'équation, il faut dire que ce modèle, il dit, à partir des données réelles, par exemple ici en noir, le modèle en bleu, il dit que ces points-là, donc le point maximum, alors je vais essayer d'afficher ici, ce point maximum serait exactement 2 paramètres de mon modèle. Ces points-là correspondent à la valeur maximum de la force, donc un des paramètres, et la vitesse à laquelle il glisse, ou la vitesse relative, serait un deuxième paramètre de mon modèle. Il me reste un troisième. Ce troisième, vous allez voir, il est assez intéressant. Ce troisième, il décrit les forces à haute vitesse. Donc en fait, il dit qu'à très haute vitesse relative, la force serait presque la moitié de la force maximum. Grosso modo, c'est ça. Donc en fait, 3 paramètres qui sont presque 2 points de la courbe en fait. Et donc, la première fois que j'ai trouvé le modèle, j'étais moi-même étonné que je pouvais calibrer le modèle à l'œil nu. Ça veut dire que les courbes me donnent les informations nécessaires pour calibrer le modèle. Et ça, c'est nouveau. Ça n'existait pas, en tout cas dans
Dans l'industrie automobile, on n'a jamais pu avoir un modèle aussi simple à calibrer. Donc, là, vous voyez, ces modèles, ils collent très bien à des données réelles, mais ce qui est intéressant, c'est que ces modèles peuvent coller aussi lorsqu'on a des frottements latérales et longitudinales, sans modifier la complexité du modèle. En réalité, vous avez exactement le même modèle en direction X et Y, et la seule chose qui change, c'est je glisse à droite ou je glisse vers l'avant. Et donc, simplement, en fonction de la direction, vous avez la force de frottement décrite par le même modèle, donc pas du tout besoin de complexifier la structure de ce modèle. Donc, le frottement serait juste un vecteur de force, et en fonction des points de vue, vous allez voir juste une force latérale ou une force longitudinale ou la somme des deux. Donc, la géométrie du modèle est intéressante. Si je prends des données de glissement latéral et longitudinal, ça c'est des données réelles issues d'un flat track, vous avez par exemple ici en noir le glissement longitudinal, donc on va accélérer le pneu et puis freiner. Et puis en vert, ça veut dire que le pneu, il fait un peu, on va le pousser vers la droite et puis vers la gauche, vous allez voir dans les transparences suivantes. Donc en noir, vous avez des données réelles issues de ces flat tracks d'un pneu, donc les forces latérales et longitudinales, et en couleur, le modèle, qui est calibré presque à l'œil nu, comme vous vous êtes dit tout à l'heure. Et on voit que le modèle prédit très bien les forces de frottement longitudinales et latérales de mon pneu. On dit peut-être c'est une coïncidence. Qu'est-ce qu'on a fait? Tester dans plein de pneus et plein de données, et on s'est rendu compte en fait que si je glisse davantage, le pneu à droite, à gauche, puis je freine, j'accélère, et on fait des expériences de minutes, plusieurs minutes, à tous les coups, on prédit ce qui va faire la force de frottement. Alors que le modèle, c'est un modèle utilisé pour prédire les forces électromagnétiques dans une machine d'induction. Et donc le modèle interpelle, n'est-ce pas? Disons, c'est intéressant, en tout cas, à dire que j'ai trouvé une structure qui colle à la réalité. Donc, disons que pour modéliser un pneu, le modèle semble juste, très simple, comme on l'a dit tout à l'heure. En plus, je peux prédire des forces en différentes dimensions. Donc, ça y est, le problème est résolu de ce point de vue. Et quand on trouve un modèle aussi bon que ça, on se pose toujours des questions. En tant que chercheur, on dit, est-ce que ce modèle il peut prédire d'autres choses, n'est-ce pas? Et on s'est dit, est-ce qu'il peut prédire le frottement sec? Alors qu'il n'y a pas d'un pneu. Un pneu, c'est plutôt viscoélastique. Et il dit, on va tenter à modéliser le frottement sec et on verra. Et il s'est dit que en traduisant les équations en termes de vitesse relative absolue, on peut écrire les équations comme ça ne vous parle pas trop, mais c'est exactement la même chose de tout à l'heure. La seule différence, c'est que vous voyez cette partie qui est connue, tout ça, en parenthèse, c'est toujours positif. Dans l'industrie automobile, ils appellent ça l'arrêt d'or. Donc c'est positif multiplié par la vitesse. Grosso modo, la force de frottement serait un frottement visqueux. C'est ça, un modèle c'est frottement visqueux, ça veut dire que la force de frottement est proportionnelle à la vitesse. Et il y a un terme ici qui dépend de la vitesse qui va augmenter au fil du temps. Si je prends un des paramètres, donc un des paramètres c'était l'endroit où j'ai le maximum de force, et j'ai fait ces paramètres devenir très petits. Ça veut dire que la dissipation elle est faible, grosso modo. Je peux modéliser le frottement avec cette tête que vous avez ici à gauche ou à droite, où j'ai exagéré vraiment un des paramètres presque égal à 0. Et donc, ça montre bien que le frottement sec, je ne sais pas si vous avez vécu lorsqu'on va déplacer un armoire, c'est dur de le déplacer au début, ou un meuble. Hein. Quand on va déplacer, il faut beaucoup plus de force avant que ça commence à bouger. Et après, il faut appliquer une force, bien sûr, pour pouvoir déplacer l'objet. Mais la force qu'on dit frottement dynamique est beaucoup plus facile, on va dire, plus petite, que le frottement statique, où il faut bien plus pousser au début pour déplacer l'objet. Et donc, le modèle que je viens de vous présenter converge vers le modèle de Coulomb, celui-là. Ça veut dire qu'il dépendra toujours des 3 paramètres. En réalité, il devient dépendant des 2 paramètres du modèle et du signe de la vitesse. Ces modèles convergent à un modèle dont la vitesse intervient seulement avec son signe. Ça veut dire que c'est une force qui s'oppose en fonction du signe de la vitesse. Mais il n'est pas proportionnel à la vitesse. Mais c'est juste mathématique. Ça veut dire que le modèle, simplement, converge à ce comportement particulier. Et donc, on peut conclure que le modèle de frottement que je vous présente ce matin, c'est un modèle de frottement visqueux, et que le frottement sec serait juste un cas particulier. Et ça, c'est intéressant à retenir.
Ici, par exemple, j'ai un petit exemple où vous avez un objet qui est en train de descendre une pente. Tout le monde est familier avec ça. La vitesse descend à cause du frottement, la gravité tire vers le bas et le frottement s'oppose. Un phénomène intéressant de frottement, c'est que lorsque l'objet a tendance à s'arrêter, la force de frottement remonte avant de s'arrêter complètement. Donc c'est la même chose que quand on va pousser un meuble, il faut plus de force avant qu'il démarre. La même chose apparaît lorsqu'on va s'arrêter. En s'arrêtant, la force au début elle est forte, il a une certaine amplitude, un mouvement, il va augmenter l'amplitude de la force juste avant l'arrêt. Et ça, c'est ces pics qui apparaissent ici. Ces pics-là, on appelle ça l'effet Stiebeck, et ça nous aide donc à tenir compte qu'on passe par un maximum de force à un moment donné à faible vitesse. Et donc, je me suis posé la question, et je pense que c'est pour ça qu'on est chercheur, on se pose toujours des questions, on finit pour jamais trouver, on fait que chercher. Et à chaque fois qu'on se pose des questions, on ouvre une autre porte. Et on s'est dit, est-ce que ces modèles peuvent prédire d'autres forces de frottement différentes? Et disons qu'aujourd'hui, on fait la prédiction d'un frottement sec, on arrive à modéliser, le pneu avec le sol, et c'est assez précis. Et donc, il me dit, qu'est-ce qu'on trouve dans la littérature aujourd'hui? Que le frottement entre une gouttelette et un solide semblerait, c'est des travaux récents, semblerait suivre le frottement qu'on observe entre les objets solides. Ça veut dire que le frottement sec, ce que je vous présentais tout à l'heure, la gouttelette répond aux mêmes forces de frottement sec. C'est assez surprenant, ça veut dire finalement que l'objet, ça peut être la force de frottement apparaît entre solide ou entre liquide et solide, ça ne change pas beaucoup la nature du comportement du frottement. Je n'ai pas de données sur ça, mais j'ai des données issues des interactions entre l'air et un profil d'aile, parce que je m'intéresse énormément aussi aux éoliennes et à faire voler des drones. Et on se rend compte en fait que la force comment on appelle ça? La force qui permet de voler. La force de sustentation, cette poussée, en fait, il serait donc, ici en noir, c'est des données, en rouge, c'est issu d'un modèle, j'arrive à prédire cette force avec un modèle qui a la même tête. Donc, la conclusion, c'est qu'on arrive donc à dire que grâce au modèle, ou en tout cas le modèle, il dit que la poussée est due au fait que le vent ou l'air tire vers le bas. En tirant vers le bas, la masse d'air produit du frottement et le frottement tire vers le haut. Et c'est juste le frottement, la force qui nous permet de maintenir l'objet dans l'air. Donc effectivement, plus on a la matière, plus la densité de l'air est importante, plus il va vite, plus la matière colle à l'objet et tire vers le bas, donc plus on a des frottements vers le haut. Et ça serait donc ça la cause du frottement, et à la fois, grâce au frottement, nous permet donc de faire voler l'aile d'avion, par exemple. Ça, c'est intéressant parce qu'il dit que lorsqu'on perd l'adhérence, quelque part, l'air se décolle du profil de l'aile, on perd ses sustentations, on perd la force de sustentation, et donc l'aile a tendance à décrocher. Et donc, on a besoin de garder donc, cet objet accroché à l'air. Grosso modo, dans un lieu, une planète où il n'y a pas d'atmosphère, il n'y a pas de matière, en tout cas dans le vide, on ne pourra pas voler. C'est le modèle, il prédit ça. Sans résistance, où il n'y aura pas de frottement. Okay? Et donc, il nous faut la résistance pour pouvoir voler. Et du coup, je me posais la question, je me dis, et là, on va commencer peut-être à délirer en disant où il va avec ce modèle de frottement. Et vous me pardonnez, j'ai peut-être osé un peu amener le modèle un peu loin, mais j'aimerais bien partager cette vision avec vous. Je me dis, si l'aile d'un avion traversant un gaz, il est modélisable avec le même modèle, un particule comme un proton traversant la matière pouvait être aussi modélisable avec les mêmes équations. De toute façon, une particule chargée qui interagit avec des électrons dans la matière, c'est de l'électromagnétisme. Donc, quelque part, je me rapproche à la nature de mon modèle, parce que mon modèle étant électromagnétique, je ne suis pas en contradiction. Donc, j'ai pris comme image ici
vous avez des rayons X et des protons, et on voit bien que les rayons X ne s'arrêtent pas, ils continuent son schéma, et c'est pour ça que le rayonnement par rayon X est indésirable dans certains cas, parce que le patient il va être irradié au-delà du nécessaire. On a trop d'énergie ici à l'entrée de la matière, et puis il décroît, mais sans jamais s'arrêter. Alors qu'un proton entre à une certaine vitesse, la force augmente, il passe, ça s'arrête. Et ça vous rappelle quelque chose, n'est-ce pas, cette courbe? Que quand on s'arrête, juste avant de s'arrêter, la force augmente. En voyant cette courbe, j'ai dit, c'est du frottement. Donc, le proton entrant dans la matière va être freiné par la matière elle-même, et en freinant, le dépôt d'énergie va augmenter juste avant l'arrêt. Et là, je me dis, bon, je prends des données réelles, je vais tester le modèle. Qu'est-ce que j'obtiens? Que ça colle à nouveau. Et donc, j'ai, pour, bien sûr, les matières données, ici c'est de l'eau, on a des données à différentes énergies cinétiques du proton à l'entrée de la matière, et on peut, par exemple, prédire le lieu où le proton va s'arrêter, en fonction de l'énergie cinétique initiale qu'on a donnée au proton. Grosso modo, le modèle que je vous ai présenté ici serait un modèle de frottement visqueux, dont ces paramètres dépendront à la fois de la vitesse. Hein? Et grâce à ces modèles, je peux prédire la distance d'arrêt du proton qui entre dans la matière. Jusque-là, ça semble même, ça devient logique, on va dire comme ça. Oui, ça semble logique. Mais du coup, je me posais encore une autre question. Et je m'arrêterai là, hein, ok? Parce que le temps passe vite. C'est qu'en fait, une courbe qui m'a interpellé, c'est celle-là, celle des rayons X. On dit, et les rayons X alors, il interagit avec la matière? De quelle façon? Électromagnétique? N'est-ce pas? Tout le monde peut accepter ça peut-être aujourd'hui, dans 12 jours. Et il dit, si c'est le cas, ça devrait marcher. Vous croyez que ça marcherait ou pas? Et donc, qu'est-ce qu'on doit faire en fait? On doit écrire le modèle. Je vous montre la première ligne en fait. On va dire la vitesse lumière, il est constante, il ne change pas, donc le photon, il ne peut pas fournir l'énergie issue de son énergie cinétique stockée parce qu'il n'a pas de matière, il n'y a pas de masse. Donc, il doit fournir son énergie en se déplaçant. Et donc, ça veut dire qu'il faut que j'écris simplement l'équation en fonction de la distance de déplacement de ces photons. Quand on prend l'équation, c'est très facile, il suffit de remplacer la vitesse par la vitesse lumière et calculer x comme étant la vitesse lumière multipliée par le temps que le photon prend à se déplacer dans la matière. Et il s'agit que cette courbe de photons doit suivre cette trajectoire en vert. J'ai pris des données réelles, toujours heureusement qu'on a énormément de données dans nos jours, et j'arrive à coller très fiablement à des données réelles. Et ce qui est surprenant, c'est qu'on arrive à des ajustements de l'ordre presque de 100%, comme si le modèle il est quasi parfait en fait. Parfois, je me demandais même si les données étaient de bonne qualité, peut-être étaient truquées, parce qu'ils collaient trop bien. Donc, en fait, je me dis, effectivement, le modèle étant électromagnétique, donc il serait utile déjà dans des phénomènes électromagnétiques, mais en plus, il est utile pour prédire le frottement sec et le frottement visqueux d'un objet au niveau macroscopique. Je m'arrête là. Je vais presque conclure par vous dire que je vous viens de présenter un modèle qui est plutôt issu de l'électromagnétisme, mais il semblerait que toutes les choses qu'on observe seraient issues d'une conversion d'énergie. Et tous les phénomènes, c'est juste une conversion d'énergie mécanique en électrique, potentiellement. En tout cas, les électrons nous aident bien à modéliser ces phénomènes. Qu'en plus, ces modèles, il est utile, il nous donne des pistes d'amélioration. Le modèle s'est réduit à un circuit électrique que tout ingénieur pourrait utiliser et maîtriser pour résoudre des problèmes d'ingénierie. Comme je disais tout à l'heure, le frottement sec serait juste un cas particulier de frottement visqueux, et ça c'est nouveau, parce que personne n'avait pensé auparavant. Et c'est le même modèle qui prédit tout ce qui se passe dès le début du mouvement jusqu'au mouvement. Donc en fait, on prédit toutes les étapes du frottement, et on n'a pas besoin de modèles différents, c'est le même modèle en continuité. On a testé le modèle dans différentes conditions, différents contextes. Aujourd'hui, on l'a testé sur l'interaction pneu-chaussée. On va continuer, on a encore 4 ans de labo commun avec Michelin. On va continuer à utiliser le modèle pour résoudre des problèmes des suivis des performances de pneus. Je l'ai testé sur un profil d'aile, comme je vous ai montré tout à l'heure, et on a des tests au niveau du laboratoire à Grenoble sur lesquels on fait des tests directs. Et donc, on a essayé d'améliorer les performances des éoliennes à terme.
Et j'ai utilisé des données réelles qui sont disponibles, hein, vous pouvez tester vous-même, qui essaient de prédire donc, le mouvement d'un proton dans la matière ou d'un photon dans la matière avec les mêmes équations. Donc, juste, je vais résumer pour dire, c'est un modèle très simple, 3 paramètres. Vous pouvez l'utiliser dès aujourd'hui. Je pense que vous êtes capable de le faire. J'ai quelques références que je vous laisse le temps de regarder légèrement, mais si vous tapez ces noms sur la web, vous allez le trouver facilement. Je vous remercie pour votre attention et je suis prêt à répondre à des questions. Merci pour cette conférence. Donc, on prend des questions si voilà, vous levez la main. Donc, il a l'air d'avoir vraiment un très bon modèle. Est-ce que vraiment la physique qui est derrière, par exemple pour l'interaction entre le pneu et la route, est-ce que c'est vraiment de l'électromagnétisme? Est-ce qu'on peut utiliser ce modèle pour améliorer la friction du pneu? Alors, il y a une chose que je fais toujours à mes élèves quand j'enseigne la modélisation hein, à l'INSECube, c'est je dis un modèle, c'est jamais la réalité, mais qu'on est content si un modèle prédit la réalité, n'est-ce pas? Donc, c'est un bon modèle parce qu'il prédit la réalité, y compris un pneu avec le sol. Et on sait bien qu'un pneu, ce n'est pas que le pneu et le sol. Il y a de l'air, il y a de l'eau, il y a des impuretés, et malgré tout, on arrive à prédire ces frottements entre le pneu et le sol. Okay? Donc je me dis, peut-être qu'on n'a pas besoin d'un modèle qui dit, qui se concentre trop sur la façon comment la matière il est faite. Ça peut être gazeux, liquide, solide. Et c'est pour ça que le modèle il est peut-être proche de la réalité. Je n'ose pas dire que c'est exactement la réalité. En tout cas, aujourd'hui, je n'ai pas de preuves pour dire que c'est exactement ça qui se passe. Mais je suis tenté de dire que probablement ce serait une piste intéressante, en tout cas à garder en tête pour se questionner un peu sur la façon comment on s'est principe de frottement aujourd'hui. Oui, justement, vous parlez du frottement avec de l'eau. Est-ce que du coup, dans le modèle, vous traitez l'eau comme une résistance en quelque sorte électrique? En fait, l'eau, si vous voulez, le modèle, si je reviens rapidement en arrière, quand j'ai fait cette hypothèse ici, je vais profiter de cette image. J'ai dit il y a 2 objets en contact, un support et un objet en mouvement. Ça peut être à échelle moléculaire, par exemple. Et donc, ça peut être M, la masse des molécules d'eau, en interagissant avec les molécules d'un objet statique, solide. Et donc, en fait, ce qui m'intéresse, c'est modéliser précisément les forces d'interaction entre les 2 objets, n'est-ce pas, dont l'interaction se passe par un moyen électromagnétique. En tout cas, j'utilise l'électromagnétisme pour modéliser l'interaction. Et il est cohérent, en tout cas consistant, à ce qu'on fait déjà quand on utilise les forces de Van der Waals. Donc les forces de Van der Waals, c'est accepter qu'il y a de l'interaction électrique, électrostatique, entre les molécules à cause du nuage électronique. Et donc, peu importe si c'est de l'eau ou autre chose, du moment où il est composé de molécules, entouré des électrons, peut-être que ça suffit. J'espère que ça répond un peu à la question. En tout cas, ça veut dire que ce n'est pas parce que c'est l'eau, c'est juste parce que c'est la matière. En tout cas, ça serait l'hypothèse la plus importante ici. Justement, avec l'eau, je pense, et les pneus, je pense à l'aquaplaning. Est-ce que vous avez modélisé un système avec une masse supplémentaire, c'est-à-dire considérer que le M ici, c'est de l'eau, mais au-dessus, avoir le M, la masse du pneu. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on pourrait prédire? Je n'ai pas mentionné ici, mais si vous lisez les articles que j'ai écrits, en fait, cette distance E entre la matière dépend de la masse. Par exemple, ici, la gravité va contribuer à rapprocher la matière entre elles-mêmes. Et donc, plus le petit E est petit, ça veut dire qu'il y a plus d'interaction entre la matière, et donc plus de frottement. Le modèle dit que s'il y a plus de masse, ou plus les objets sont proches, il y aura plus de frottement. Ça, c'est le modèle prédit ça, simplement. Parce que l'interaction électromagnétique se passe de façon plus proche. Donc, mais c'est indépendamment, enfin,
ici, la gravité aide. Quand on a un objet lourd, n'est-ce pas, à déplacer, ben, la gravité nous aide à rapprocher les objets. Mais dans le cas, par exemple, des ailes d'avion avec l'air, c'est précisément la pression de l'air sous la surface des pales qui crée le frottement. Donc, en fait, c'est la pression entre les objets qui crée le frottement, qui augmente le frottement. En électricité, c'est connu, hein, ces distances-là seraient presque, on va dire, la distance interatomique ou entre molécules. Et donc, plus on les rapproche, il y aura plus d'interactions, donc plus de frottement. Je ne sais pas si ça a répondu à votre question. Pas tout à fait? Peut-être. Ah, mais dans ces cas-là, oui, peut-être que j'ai compris l'intérêt. Si vous avez un système de systèmes, par exemple un système interconnecté masse-ressort-amortisseur, par exemple un bâtiment avec plusieurs étages attachés par des ressorts, ça existe, hein, ça peut être la viscoélasticité d'un pneu. Effectivement, vous pouvez trouver des forces différentes à chaque niveau. Ce qui m'intéresse ici, c'est l'interaction entre les deux objets, mais si vous faites la même chose entre les deux objets connectés un sur l'autre, vous devez utiliser le modèle plusieurs fois. C'est pas, ça veut dire que c'est simplement, à chaque fois, chaque interaction doit être modélisée par le même modèle. C'est pas un modèle, il ne va pas modéliser toutes les interactions en cascade, parce qu'on peut se trouver avec des interactions combinées. Hein. C'est le cas d'une éolienne. Il y a des frottements secs dans les roulements, mais il y a aussi des frottements entre les pales et l'air. Et donc, on a les deux phénomènes simultanés. Voilà. Moi aussi, j'ai une question. Ah. Les paramètres sont fités ou sont calculés? Pardon? Les paramètres sont des fits ou sont calculés? Ah, sont fités, comme on dit ouais. dans l'argot. Oui. Ça veut dire qu'on va prendre des données réelles. Il n'y a que 3 paramètres. Les paramètres ont une signification physique. C'est ça qu'il faut garder en tête. Et c'est ça qui est intéressant. Par contre, comment on va faire? On prend des données réelles et on va trouver les meilleurs paramètres qui collent à la réalité. Il s'agit qu'une fois qu'on calibre le modèle, on arrive à prédire d'autres choses. Et donc, c'est ça qui nous dit que le modèle a quelque chose d'intéressant derrière. Parce qu'il arrive à prédire, par exemple, pour différents Reynolds, donc vitesse de vent, il arrive à prédire quel serait le pic maximum, la force maximum des poussées grâce à cette valeur de Reynolds. Donc, ça veut dire que le modèle est paramétrable. Enfin, une fois qu'il est paramétré, je peux l'utiliser pour prédire d'autres grandeurs physiques. Parce que qu'est-ce que ça serait très intéressant, je trouve la partie un peu plus particulière pour moi, c'est la partie interaction au niveau des rayons X et photons, car c'est des effets quantiques. Oui. Donc c'est quand même bizarre d'avoir des paramètres continuums. Donc voir s'il y a un lien de ces paramètres, mais qui du coup doit devenir des paramètres quantiques, parce que ça veut dire qu'il doit pas il doit avoir des valeurs et après des sauts, parce que pour faire plusieurs transitions. Oui, je ne suis pas expert de la mécanique quantique. Oui. Je sais qu'il y a des modèles dans la mécanique quantique. Ça, c'est un modèle issu de l'électromagnétisme. Je sais qu'il y a des liens entre l'électromagnétisme classique et le point de vue de la mécanique quantique vis-à-vis de l'électromagnétisme. Peut-être qu'il faut les attacher. Oui. Mais en tout cas, il dit que si on utilise l'électromagnétisme, hein, même s'il n'y a pas la vision quantique ici, il est déjà intéressant le modèle. Ce n'est pas un modèle newtonien tout court, hein, c'est l'électromagnétisme avec l'interaction due à une vitesse relative. Donc, c'est ça qu'il faut garder en tête. Merci. Voilà. Une dernière. Il y a une dernière qui est Une toute dernière question, peut-être? C'est la dernière question. Hein. Après, on se retrouve au buffet. Oui, c'est peut-être évident à partir de la présentation, mais je l'ai peut-être raté. Pourquoi le frottement statique est plus grand que dynamique? Pourquoi le frottement? Statique. Pourquoi la courbe, elle fait un pic au début et ensuite... C'est connu, les frottements à ces comportements. La plupart, le frottement sec a ce type de frottement, ce type de comportement. Ça veut dire qu'il faut, en général, il faut pousser plus fort avant que ça commence à se déplacer et le frottement a tendance à décroître. Ici, alors, peut-être que cette partie semble intéressante. Le pic maximum que vous voyez ici ou que vous voyez, par exemple, là, ce pic maximum dépend du rapport entre la composante dissipative d'énergie et la composante stockage d'énergie. Alors, le stockage, ici, ça se passe
au niveau, l'hypothèse c'est que c'est les électrons qui récupèrent cette énergie cinétique, ils commencent à tourner, ils créent des champs magnétiques, et donc il y a une composante de stockage d'énergie qui est dans le modèle, alors qu'il y a une partie de l'énergie qui est dissipée. Et le rapport entre dissipation et stockage nous dit l'emplacement du pic maximum. Donc comme si c'était une sorte de résonance physique. C'est l'endroit où il y a le plus de dissipation, quelque part. Merci. On remercie encore notre conférencier. Merci. Merci. Merci à vous pour vos questions, vos remarques. Et on va se retrouver donc en bas. Vous pouvez poser plusieurs questions. On va avoir un petit réfléchissement. Je voulais vous dire également que nous prenons une petite pause pendant les mois d'été, juillet, août, par rapport à les conférences Midi Bad Giant. Donc, on reprend en septembre. En même temps, si on vous manque beaucoup, nous avons les chaînes YouTube. Donc, il y a 18 conférences à regarder sur nos chaînes. Et merci d'être toujours présent. Et on se retrouve en bas pour un petit pont. Voilà. Merci beaucoup. À nouveau. Merci.